l'eau est considérée comme une ressource rare et précieuse. Et beaucoup de problèmes se posent partout sur la planète. Oh, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau de mer au cœur de l'hiver me surprend. Même l'eau chlorée, l'eau décolorée me fait plonger. Quand j'ai commencé mon enquête sur l'eau, on me disait il y a une crise globale de l'eau. En fait, c'est pas vrai. Il n'y a pas de crise globale de l'eau, il y aura toujours la même quantité d'eau. Et du fait du réchauffement, il y aurait plutôt tendance à avoir une augmentation de l'humidité dans l'air, donc une certaine tendance à avoir plus de précipitations. Ce qui se passe, c'est que sur ce fond d'absence de crise globale, il y a des crises locales de plus en plus dures. Et il y a des phénomènes extrêmes, soit des déluges, soit des sécheresses, qui sont aussi de plus en plus violents et de plus en plus fréquents. La question qui se pose alors, c'est comment mobiliser et utiliser au mieux cette ressource. Oh, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh, c'est l'eau. La grosse problématique, c'est effectivement la qualité de la ressource et la protection de cette ressource. On doit se préoccuper en permanence de la qualité de cette ressource et faire tous les efforts nécessaires pour que cette ressource ne soit pas polluée. C'est vrai que dans les temps anciens, on a toujours considéré souvent une seule source d'eau potable, la plus propre possible, si possible pour la population. Aujourd'hui, on considère que la ressource en eau, c'est toute l'eau qu'il y a sur le territoire. C'est pas seulement l'eau de la nappe qui est plutôt de très bonne qualité, mais ça va être aussi l'eau de l'ensemble des ruisseaux, ça va être l'eau de pluie qui tombe tous les jours. Ça va être toutes ces eaux en fait qui ne sont pas forcément maîtrisées complètement par des techniques, mais qui sont à notre disposition et qu'il faut qu'on utilise aussi pour notre ressource en eau de demain. Donc il faut qu'on fasse feu de tout bois. Et même ce qu'on considère comme du bricolage, il faut l'intégrer. Donc il faut qu'il y ait en même temps, il faut qu'il y ait de l'éolien, il faut qu'il y ait de l'hydrolien, il faut qu'il y ait de l'hydraulique, il faut qu'il y ait un peu tout, il faut qu'il y ait tous ces outils, il faut qu'il y ait du dessalement, il faut qu'il y ait un peu tout en même temps. Donc l'eau c'est possible, mais il n'y a pas une solution comme il y avait avec le pétrole pour l'énergie. Une fois protégée, mobilisée, éventuellement traitée pour être rendue potable, l'eau doit ensuite être distribuée. Oh, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh, c'est l'eau. Le premier préalable dans la distribution de l'eau, c'est la continuité des services. L'abonné ne comprendra pas effectivement qu'il ne puisse pas disposer d'eau à tout moment du jour et de la nuit. Tout au bout du réseau, il y a donc le robinet et nous, à qui il paraît naturel de recevoir cette eau de qualité sans interruption. Et au cœur de notre appartement, dans notre évier ou notre baignoire, s'effectue une transition remarquable, une opération mystérieuse. En quelques centimètres de la sortie du robinet à la bonde du lavabo, l'eau va en effet changer totalement de statut. De ressource précieuse, elle va devenir une eau usée, un déchet et une menace potentielle. Il va falloir la gérer dans un nouveau grand système urbain, le système d'assainissement. Avant de visiter le système de collecte, il faut d'abord présenter un autre invité au grand show de la gestion des eaux urbaines, la pluie. Lorsqu'il pleut sur la ville, ce n'est en effet pas uniquement les eaux usées qu'il faut gérer et évacuer, c'est aussi les eaux pluviales. Dans nos villes modernes, depuis 150 ans, c'est le tuyau qui est privilégié pour remplir cette mission. Moi j'ai fait partie, compte tenu de mon âge, de ceux qui ont vécu la période du tout tuyau. Vous savez que l'ingénieur en réseau, il aimait mettre du tuyau, du petit, du gros. Mais du gros, plus était gros, plus c'était magnifique, quoi. Et on s'est bien rendu compte qu'il y avait deux problèmes, effectivement. L'eau d'un bassin versant, vous la rejetiez à l'extérieur et donc vous tuez un peu la vie de l'eau dans un bassin versant. Puis il y avait un deuxième problème encore plus grave, c'est que vous jetiez dans les rivières, dans des à-coups terribles après les orages, des pointes de pollution phénoménales. Le tout tuyau qu'on a pratiqué pendant des années, où on mettait tout ce qui tombait, à la fois les eaux usées, les eaux de pluie dans le même tuyau, est en train de finir sa vie et on arrive justement à séparer complètement les eaux usées des eaux de pluie et à trouver des solutions complètement différentes pour les eaux de pluie de celles qu'on a pu inventer dans les années 60-70. La gestion des eaux est en train d'évoluer. Cependant, le tuyau reste aujourd'hui indispensable au bon fonctionnement de la ville, notamment pour les eaux usées. Et au bout du tuyau, il y a la station d'épuration. Une usine d'épuration n'est pas une usine de production d'eau potable.
Sa fonction est de récupérer les eaux polluées produites par la ville et de les traiter avant de les restituer au milieu naturel, la rivière, le lac ou la mer. Le cycle urbain de l'eau se termine donc par un retour au milieu naturel des eaux usées traitées et des eaux pluviales rejetées par la ville. Le système urbain de gestion de l'eau est extraordinairement performant. Oh c'est l'eau qui m'attire, oh c'est l'eau. Oh c'est l'eau qui Efficace et pas cher, ce système est-il donc parfait? Non, car tout ne fonctionne pas de manière aussi idyllique. Il y a des inondations, des rivières sont polluées, les réseaux de distribution et d'assainissement vieillissent très vite. Il est évident que du point de vue de la protection des citadins, ou plus généralement des personnes, on est très loin d'être dans une situation satisfaisante. Ceci est partiellement le produit des aménagements qui ont été réalisés, des infrastructures qui ont été construites, et donc en grande partie liées d'origine anthropique, c'est-à-dire liées aux activités humaines, même si à la base l'eau tombe du ciel. Les inondations urbaines ont des causes multiples. Souvent, la ville s'inonde elle-même. Trop petits, les tuyaux d'assainissement débordent. Les petits ruisseaux qui la traversent, corsetés entre des digues trop étroites, reviennent occuper leur lit majeur. Parfois, la ville subit la crue du grand fleuve. Dans tous les cas, l'homme est responsable du risque qu'il prend. Sa vulnérabilité provient de ses propres choix, de sa méconnaissance ou de l'oubli. Pour se protéger de certaines crues, une digue peut être efficace. Mais le jour où fatalement arrivera une crue plus importante, l'eau va passer de l'autre côté du mur. Comme il se sera passé de longues années depuis la dernière inondation, la vigilance aura disparu et des maisons, des activités se seront installées dans des lieux qui se nomment chemin des Mouilles ou impasse des Marais et que l'on croyait protégés par la digue. Les conséquences économiques et humaines pourront être terribles. Faut-il chercher ailleurs les responsabilités ? Pour continuer à vivre un endroit finalement qui est dangereux, il faut à la fois se souvenir et à la fois pouvoir oublier. Il ne suffit pas d'assonner des messages soit alarmistes au moment des catastrophes et montrer des dégâts. Il faut aussi permettre aux gens d'imaginer l'inondation sans imaginer le drame. Imaginer l'inondation tout en pensant aux bons gestes qu'ils vont avoir, tout en pensant à la façon dont leur activité peut vivre cette inondation sans pour autant être détruite. Tous les aspects environnementaux et humains doivent être pensés globalement pour prendre en compte l'eau dans un grand cycle ne séparant plus l'eau des villes et l'eau des champs. Un autre aspect tout aussi important est de changer le statut de l'eau dans la ville. Au-delà de l'eau technique, celle des tuyaux, qu'elle soit propre ou sale, il y a aussi, même en ville, l'eau naturelle, celle des ruisseaux et des rivières, mais aussi celle de la pluie, source et support de vie, de paysage et d'usage. Un réflexe un peu général qu'on doit avoir maintenant, c'est de se dire qu'on n'est pas là pour dominer en fait le phénomène naturel, mais d'abord pour le comprendre et de voir comment on peut s'insérer dans ce phénomène naturel, ce qui n'exclut pas en fait la présence de l'homme, mais qui fait qu'on s'adaptera le mieux possible et on vivra le plus sereinement possible avec ce milieu, donc avec l'eau pluviale. En fait, c'est un combat très complexe parce que montrer l'eau en ville, c'est le retour de la nature dans la ville, ou tout simplement laisser de la place à la nature dans la ville. Donc, et ça, c'est un changement culturel extrêmement important et on ne sait pas bien finalement comment concilier ville et nature. Il y a deux nouvelles conceptions au fond, à mon sens, il faut avoir vis-à-vis de ces questions. Premièrement, c'est avoir moins une pensée linéaire que circulaire, c'est-à-dire récupérer, sans arrêt récupérer. Et la deuxième chose, c'est il n'y a pas une recette, il faut tout faire avancer en même temps. L'évolution de la façon de considérer l'eau pour l'appréhender comme un support de vie, de bien-être et comme une matière inchangée d'un bout à l'autre du cycle débouche sur des innovations possibles. Avec des échangeurs, la chaleur des eaux usées peut être récupérée pour chauffer un immeuble ou une piscine. Les eaux domestiques sont chargées en azote et en phosphore, des engrais qui peuvent être utilisés pour l'irrigation. L'eau, en s'évaporant, absorbe de la chaleur. La conserver sur ou sous le sol des villes permet de les rafraîchir et de lutter naturellement contre les canicules. Stocker les eaux de pluie sur une terrasse végétalisée ou dans une noue est un moyen efficace et économique de climatiser la ville et d'y réintroduire la nature.
Ces opportunités impliquent cependant de grands changements des organisations. La question de ce qui va activer ces changements reste à poser. Même l'eau de pluie, l'eau des matins gris me fait sourire. Même l'eau qui bouge. Dans 90% des cas, la question de l'eau, c'est pas un déficit physique, c'est pas un manque physique de l'eau, c'est un manque d'investissement. Et c'est dommage parce que tout dollar, tout euro investi dans l'eau est un des dollars ou des euros qui sera le plus efficace en termes de développement économique et bien sûr en termes de dignité humaine. Au-delà de la mise en place de nouvelles technologies, c'est le statut même de l'eau en ville qu'il faut changer. Les eaux de pluie ou les eaux usées doivent passer du statut de menace ou de déchet à celui de ressource. Les milieux naturels aquatiques, rivières, étangs, zones humides, ne doivent plus être cachés, corsetés, assainis. Ils doivent au contraire être mis en valeur et utilisés pour valoriser la ville. C'est un nouveau contrat qui doit être établi entre l'eau et la ville. On voit bien à travers ces échanges que la question de l'eau est une question très compliquée, dans laquelle la connaissance scientifique est absolument indispensable, parce que la compréhension de ce qui se passe dans l'eau en termes de contamination, etc., de flux, c'est très compliqué, donc on a vraiment besoin de la recherche, de l'innovation et des sciences. L'eau va être de plus en plus rare, l'eau va être de plus en plus polluée parce qu'il va y avoir de l'urbanisation qui va s'accélérer, une concentration des êtres humains dans des espaces les plus restreints. Donc ces services-là seront de plus en plus importants, de plus en plus nécessaires. Donc toutes les entreprises qui offriront ces services vont avoir là des gisements de croissance sans égal. Et il est clair que ce qu'on appelle la croissance verte commence, mais ce n'est qu'un début, et que ça sera une des grandes couleurs de la croissance de demain. Une nouvelle vision est nécessaire qui dépasse le cadre limité de la ville et qui repositionne les enjeux techniques entre les enjeux urbains et les enjeux écologiques. Au-delà des solutions techniques utilisées pour gérer l'eau, il s'agit en réalité de penser une nouvelle relation entre la ville, la nature et l'eau. Ceci ne pourra se faire que si nous sommes capables de développer, partout dans notre société, une culture commune et partagée de l'eau, de la nature et de la ville. Les yeux, même l'eau des pleurs arrose les fleurs de mes aïeux. Et l'eau de ta bouche quand je la touche avec la mienne, c'est l'eau qui me va, celle que je bois comme un poème.